Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la pièce du fond pour une vidéo qui va traiter de quelque chose qui arrive que trop rarement dans la vie, une bonne surprise. Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, sorti en 2023, c'est un film américano-canado-britannico-islando-australien. Putain, ils ont financé ça avec une cagnotte litchi, c'est pas possible autrement. 10 ans après être baladé de studio en studio, et de réal en réal, de scénariste en scénariste, il sera finalement réalisé par Jonathan Goldstein et John Francis Daley, surtout connus pour avoir scénarisé les deux films Comment tuer son boss, bien qu'ils aient aussi bossé sur d'autres trucs, notamment Spider-Man Homecoming. À la réalisation, ils ont auparavant collaboré sur Vive les vacances ou Game Night, un duo de réalisateurs et de scénaristes habitués à collaborer et qui est visiblement à son aise dans la comédie à l'américaine, mais dont le travail m'est presque intégralement étranger. Bien sûr, le film est une adaptation du jeu de rôle sur plateau, véritable porte-étendard du genre, même si Donjons et Dragons n'est pas le jeu de rôle le plus joué, le plus populaire ou même le plus simple, c'est sûrement le plus connu. Si je vous dis Donjons et Dragons, là maintenant, vous voyez à peu près ce que c'est. Normalement, n'importe qui voit de l'heroic fantasy. Tout le monde voit une bande de geeks, un peu comme les gamins dans Stranger Things, qui remettent chacune de leurs initiatives au dé. Voilà, là par exemple, imaginez je suis le MJ et vous me dites que vous voulez vous abonner à cette chaîne. Et ben vous lancez un dé 20, bon là je le fais pour vous parce que c'est plus simple. Voilà, c'est un 20, donc c'est une réussite critique, vous vous abonnez. Allez. Bien sûr, et ayant rencontré un fort succès, Donjons et Dragons n'a pas attendu 2023 pour être adapté. Il y a eu la série animée Le Sourire du Dragon, que vous connaissez peut-être si vous êtes un tout petit peu plus vieux que moi, mais bien sûr, Donjons et Dragons s'est déjà invité au cinéma. Il y a déjà eu 3 premiers films sur Donjons et Dragons, respectivement sortis en 2000, 2005 et 2012. 3 films connus pour être du nanar de premier ordre. Entre les effets spéciaux et l'incroyable perf de Jeremy Irons dans le premier film, avec le fameux Profion. Et je vois déjà venir certains commentaires de certains qui vont me dire « Oui, moi j'avais adoré à l'époque, nanana, c'est toute mon enfance, les effets spéciaux faut remettre dans le contexte. » Si vous aimez ces films, tant mieux. Faut pas bouder son plaisir. Moi, tout ce que je dis, c'est qu'on voit le budget foutre le camp de film en film et qu'avec des potes, de la pizza et quelques bières, ça se regarde, mais alors tout seul. La licence restant quand même quelque chose de confidentiel et les 3 films précédents n'ayant pas particulièrement brillé auprès du public, c'est un film particulièrement timide qu'on voit débarquer en 2023. Ça explique le cofinancement par de nombreux studios, ça explique les nombreux reports entre la sortie prévue en 2021 et sa sortie finale en 2023 pour éviter de tomber face à un film qui pourrait lui faire de l'ombre. Bon, après le film s'est pris le Covid en pleine gueule, donc ça aide pas, mais quand même, tu sens que le film n'a pas giga confiance en lui non plus. Enfin, dernier truc qui a pas aidé le film, et on aura l'occasion d'en reparler, c'est que la bande-annonce le vendait très mal. Et a d'ailleurs laissé à peu près la même impression à tout le monde, à savoir que c'est les gardiens de la galaxie dans un univers d'heroic fantasy. Les personnages sont des losers, il y a de la musique pop-rock, il y a des vannes absolument partout. Trêve de grivoiserie, lançons-nous dans le film. Le film s'ouvre sur une plaine enneigée traversée par un traîneau se rendant à une tour. Le traîneau étant en réalité un convoi de prisonniers, il en descend un monsieur qui m'a l'air fort sympathique, appelons-le André. André est donc escorté à travers la prison jusqu'à sa nouvelle cellule. Il fait alors la connaissance de ses 2 nouveaux colocs et nos futurs héros, Edgin et Olga, respectivement interprétés par Chris Pine et Michelle Rodriguez. Une actrice que j'aime plutôt bien. Pas spécialement quand elle conduit des voitures à grande vitesse par contre. André va alors tenter de faire connaissance avec Olga parce que il aime bien les femelles, disons. André. Sauf qu'Olga, elle aime pas trop qu'on la dérange pendant qu'elle mange sa patate, alors ça va créer une espèce de tension au sein du groupe et sa réaction va être pour le moment... C'était pas obligé ça. C'était pas obligé. Nous sommes ensuite introduits à la routine des prisonniers qui se résume principalement à péter des cubes de glace. Edgin est bien enjoué car nous sommes à la veille d'un conseil d'absolution où il aura l'occasion de plaider sa cause et celle d'Olga. Misant ses espoirs sur un des membres du jury... Ce coup-ci, Jonathan sera dans le jury. Je te rappelle que c'est un art à coqre. Lui, il peut nous faire sortir. Ainsi donc, Edgin se présente au conseil, mais malheureusement, Jonathan est absent, retenu par je ne sais quel élément du scénario complètement pété par la neige. Et tout simplement retenu par la neige. Vu le bordel que c'est dehors, ça me paraît pas... Malgré cela, le conseil lui demande de commencer sa soutenance. C'est donc légèrement à contre-cœur qu'il va nous résumer son passé et les raisons de son incarcération. Je vais donc commencer en vous exposant le contexte. Apprenez par exemple que je n'ai pas toujours été un voleur. Est-ce qu'il s'agit là d'exposition déguisée? Oui, complètement. Est-ce que ça fait le boulot? Selon moi, oui. Complètement. Il y a de cela bien longtemps donc, Edgin a rejoint la guilde des Ménestrels, un réseau d'espions dont le credo est d'aider les opprimés sans demander de contrepartie. Sous ses airs de barde, Edgin espionnait les mercenaires, arrêtait les bandits ou livrait les vilains magiciens rouges à la justice. Oui, retenez, pour faire simple, que les magiciens rouges sont des connards. Moultes actions qui lui vaudront bien sûr des représailles le jour où sa femme sera retrouvée assassinée
par les magiciens rouges. Il se retrouve donc seul avec sa fille Kira qui a survécu car elle avait été cachée dans un placard. Nous voyons aussi sa rencontre avec Olga, qui elle aussi est au plus mal après une rupture difficile et qui aura pitié de Kira, voyant que son père en est réduit à l'état d'ivrogne. Ayant enterré son serment en même temps que sa femme, Edgin se dirigera donc vers une voie bien moins noble pour gagner sa vie, commençant à voler avec l'aide d'Olga, et entraînant par la suite sa fille dans ses combines. Ah non, non, mais je t'arrête tout de suite, jeune fille, tu resteras pas à la maison toute seule pendant que papa travaille. Beaucoup trop jeune pour ça. Non, non. Donc tu te prépares parce que tu viens avec nous pour faire le cambriolage. Ouais. Avec le sourire, s'il te plaît. Et t'oublies pas ton kit de crochetage cette fois. Sur leur chemin, ils rencontreront également Simon, un sorcier au talent très relatif, ainsi que Forge, un escroc. C'est comme ça qu'il nous est présenté. Merci de déposer votre confiance dans le petit vide-poche sur votre gauche en rentrant. On a donc quelque chose de très classique pour du JDR, on constitue une équipe avec un barbare, un voleur, un barde, un magicien qui vont aller toujours plus haut de larcin en larcin jusqu'au casse de trop. Le début de ce film, ce sera donc l'intro de pas mal de vos parties de JDR sur plateau. Et d'ailleurs, en parlant du casse de trop, voilà qu'un mystérieux personnage encapé guette nos héros à la taverne. Ça aussi, si vous faites du JDR, vous le savez, la taverne, c'est là que tout se passe. La mystérieuse magicienne s'appelle Sophina et va proposer une quête à nos héros, braquer un fort de ménestrel rempli de trésors. Si l'idée ne ravit pas Edgin, puisqu'il est un voleur avec un certain code d'honneur, c'est le titre du film en fait, c'est pour ça, ça vient de là. Pas qu'un physique. Il sera convaincu par la présence, au sein du trésor, d'une tablette de renaissance. Capable de ramener à la vie une personne décédée, même tuée par une lame de magicien rouge. Intéressant. Ce serait pratique ça pour une personne qui aurait comme qui dirait une épouse décédée. Le groupe s'infiltre donc dans le fort, Sophina récupère une corne chelou et Edgin s'empare de la tablette de renaissance en déclenchant malheureusement le système d'alarme. Pour s'enfuir, Sophina va alors lancer un sort d'immobilisation du temps, qui d'après le site officiel de Donjons et Dragons sert à... Ah oui non, là c'était facile, il y avait pas de... Un sort qui va malheureusement se retourner contre Olga et Edgin. Ce dernier confiera alors la tablette ainsi que le sort de sa fille à Forge. Et c'est ainsi que nos héros croupissent en prison depuis 2 bonnes années et espèrent se racheter pour que Kira ait enfin un père. Et maintenant que tout... Oh, Jonathan! Jonathan! Pardonnez mon retard. Olga, action! Elle lance des patates! Mais on vous a gracié! J'ai ri. Bon, une fois libérés et après avoir fait apparaître le titre du film, nos héros vont traverser la map pour rejoindre le meilleur point de chute du monde, la taverne. Ils vont pouvoir élaborer un plan pour retrouver Forge et Kira. Un plan qui sera un petit peu facilité par un prospectus avec la tronche de Forge dessus. Forge est seigneur de pas d'hiver. Ce tocard, comment il y est arrivé? Du coup, direction le château de Pas d'Hiver où Forge a entrepris de mettre sa tête sur des montgolfières. Je critique pas, j'y connais absolument rien en politique. Après un plan qui satisfait presque mon amour pour la symétrie, c'est le temps des retrouvailles entre Olga, Edgin et Kira, qui s'est manifestement bien habitué à l'absence de son père. Enfin, nos héros sont accueillis par Forge dans un plan qui satisfait relativement mon amour pour la symétrie. La conversation nous apprend donc comment Forge, toujours assisté par Sophina, est parvenu au pouvoir après que le seigneur précédent soit tombé malade. Votre confiance est toujours dans le vide-poche normalement. Nous comprenons également que Forge s'est pris au jeu de la paternité et a manipulé Kira, en lui racontant qu'Edgin cherchait une tablette de richesse et non de renaissance. Et il t'a raconté que je l'ai suivi pour m'enrichir. Et il t'a menti, ça n'a rien à voir. Kira, non, attends. Attends, Kira. Laisse-lui le temps, laisse-lui le temps. Ça fait des années qu'elle t'en veut pour ton absence. Espèce d'enfoiré! Le sort qui transforme les tapis en polenta était donc plus ou moins canon. Bref, vous l'aurez compris, l'escroc est un menteur. Enfin, il avait manigancé avec Sophina le fait que nos héros se fassent arrêter au fort de Ménestrel et souhaite garder Kira auprès de lui. Bon, de là à dire que c'est le méchant, y a pas loin. Forge retourne donc ensuite à ses affaires, car figurez-vous qu'il organise des jeux dont le retour est très attendu, ayant été interdit pendant des années, jugés trop violents. Ouais, pour eux, c'est un peu genre comme le retour du Big Deal, quoi. Edgin et Olga sont donc emmenés pour décapitation et notre barbare va distraire le garde en lui parlant de sa hache. Une distraction dont elle va profiter pour sortir un pavé du sol et se tirer de la situation. Du coup, ça fait bagarre pendant qu'Edgin, lui, se frotte la corde. Bah, j'aime pas la formulation. Alors la gravité ne marche pas des masses et je me suis toujours dit que frapper à main nue des gens qui portent un casque, ça doit être sacrément contre-productif, mais la scène reste sympa. Et Olga a même looté une hache au passage. Le plan maintenant, c'est de libérer Kira de sa prison dorée. Et pour ce faire, il faut de l'argent. Et de l'argent, il y en aura dans le coffre de Forge. Donc, pour la libérer, il faut une équipe. Pour avoir une équipe, il faut de l'argent. Et pour avoir de l'argent, il faut monter une équipe. Pour avoir de l'argent, il faut monter le coffre. Il retourne alors voir Simon en espérant qu'en 2 ans, il soit devenu un sorcier correct. Quand je fais ce tour, les gens n'y voient que du feu.
Non. Ce dernier en étant réduit à faire des tours de magie nuls dans des salles des fêtes tout en faisant discrètement les poches des spectateurs. Déstabilisé par le retour inattendu de ses amis, la supercherie éclate et les paysans s'énervent. Simon utilise donc un sort de bouclier grâce au truc de bêta-mèche là, mais se gourde de sort et inverse la gravité de la pièce. Oh, comme dans Tron Legacy. Je vous ai parlé de Tron Legacy. Il y a un moment comme ça où ils se battent et la gravité elle fait boum. Profitant de la confusion, Simon parvient à s'échapper avec ses nouveaux anciens partenaires. Ensuite, et pour s'infiltrer dans le château, ils vont recruter une ancienne amie de Simon, une druidesse qui déteste Forge pour les ravages qu'il cause à la forêt. Une druidesse dont la spécialité est de pouvoir se transformer en animaux. Et je suis pas en train de dire que c'est giga stylé. Mais c'est exactement ce que je dis, en fait. Comment elle doit déchirer au rassemblement du corbeau. Et pendant ce temps, chez les méchants, Sophina fait joujou avec sa corne quand son boss se pointe. Et donc, là aussi je vous la fais courte, c'est une magicienne rouge et elle bosse pour un grand méchant qui a tenté un putsch il y a de cela bien des lunes pour transformer tout le monde en mort-vivant grâce à un rituel avec la corne. Sauf que ça a foiré et que Sophina va tenter de refaire le rituel. Voilà. De son côté, Forge reçoit de riches mécènes pour sponsoriser son big deal. Il leur présente la logistique des jeux et les rassure notamment sur le sort qui protège le coffre-fort où sera entassé leur argent. Le trésor qui intéresse nos héros, donc. Sauf que la conversation est espionnée par une mouche et cette phrase n'était pas dans mon bingo de la vie en fait. Sophina va très vite remarquer l'intrus et tenter de lui électrifier sa mère. S'ensuit la séquence qui est peut-être la plus connue du film, un joli plan séquence qui nous montre l'évasion de la druidesse. Passant d'une forme à une autre, essayant de se camoufler dans une armure, passant littéralement dans des trous de souris, des meurtrières ou des cheminées, camouflant le personnage à la faveur d'un mouvement de caméra pour que le spectateur soit aussi perdu que les assaillants, jusqu'à finalement la laisser s'échapper. Une séquence très sympa si vous voulez mon avis. Voilà, donc retour à la taverne. Après débrief, il apparaît que le sort qui protège la porte est absolument inviolable. Oh bah ça alors. Donc on ne peut pas l'ouvrir? Bien, il faudrait que je sois l'un des plus puissants sorciers de la Terre, ou avoir le home de disjonction. Oh bah ça alors. La solution serait un espèce de sous-MacGuffin en forme de casque dont le pouvoir est d'annuler toute magie environnante. Oh bah ça alors. Afin de retrouver ce home égaré il y a plus de 100 ans, l'équipe va se rendre sur un champ de bataille pour interroger les morts grâce à la magie. Mais puisque c'est sur la route, Olga va en profiter pour rendre visite à son ex, Marlamine, une page qu'elle a manifestement du mal à tourner. Alors ce sera l'occasion parfaite pour un très chouette caméo de Bradley Cooper. Malheureusement, Olga, qui se berçait d'illusions, découvre que Marlamine s'est remis en couple avec Anna Godefroy et s'en est tenue à son kink pour les barbares. Il en profite aussi pour lui rendre le bâton de marche qu'elle lui avait offert, parce que sa nouvelle meuf aime pas trop les randonnées. Blague à part, j'aime beaucoup cette scène. Je la trouve assez touchante dans l'ensemble, je trouve que ça marche bien et que ça apporte une vraie dimension humaine au personnage. Olga qui a quitté sa tribu pour cette relation et qui ne digère pas qu'elle se soit terminée. Marlamine qui est désolée des circonstances, mais qui est résolue à souhaiter une relation avec quelqu'un qui finit pas en prison tous les 2 jours. Je trouve que cette scène sonne très juste. Une fois arrivés au champ de bataille, donc, nos héros utilisent la magie pour interroger les morts, afin de retracer les derniers instants connus du home et de le retrouver. Souvent, la décision la plus lourde à prendre pour un chef est de battre en retraite. J'ai donné cet ordre. Mais... ils ont pris de la drogue, les doubleurs ou... Mis bout à bout, les témoignages des guerriers nous permettent de savoir que le home a été remis à... un méchant repenti en paladin droit et honnête. Le Lancelot du lac de service est clairement le meilleur perso du film. J'en ai entendu parler, mon oncle dit qu'il a fait fuir un tyranneuil avec juste une courge bien aiguisée. Une courge bien aiguisée? Oui, enfin avec la partie redondante, quoi. J'imagine. L'équipe va donc à la rencontre de Xenk, tellement pompable qu'il calme même les poissons géants et qu'il sauve le bébé qu'il avait avalé. Mais il avait un chat dans la gorge. Ça faisait un poisson-chat. Et c'est... Non, j'ai plus de... D'où tu sais que j'étais ménestrel? Tu as peut-être renoncé à ton serment, mais ton serment n'a pas renoncé à toi. C'est pas parce que la phrase est symétrique qu'elle est pas tordue à l'arrivée. Ah là, je suis mauvais juge. Je vous ai parlé de mon amour pour la symétrie. Une fois encore, ça prend un peu de blabla, mais Xenk va finir par accepter de les aider, ayant lui-même beaucoup perdu dans le putsch sacrificiel de Voldemort. En échange de son aide, il exige ceci dit que le trésor volé soit remis aux habitants de Pas d'Hiver. D'après le paladin, le home serait dans les méandres de l'Outre-Terre, ce qui a pas l'air d'être un endroit très charmant, et dont l'entrée se fait via un trou dans le sol. Venez près de l'orifice. Une fois qu'ils ont pénétré l'orifice, ils s'aventurent dans les galeries, rencontrent un obstacle, mais en fait non, et arrivent enfin à un pont qu'il convient de traverser avec soin, car il a été savamment conçu pour déclencher un piège. Crétin de touc de
ta mère. C'est pas très costaud leur construction. Bon bah le pont étant complètement détruit, tout espoir semble perdu. Hein, il nous faudrait un sacré rebondissement scénaristique pour avancer là, hein, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors que tout espoir semble perdu, Simon aperçoit le bâton de marche d'Olga, le même qu'elle a récupéré 2 scènes plus tôt. Et il reconnaît tout de suite qu'il s'agit d'un objet magique. Ouais. Et devinez à quoi il sert? Devinez. C'est un sceptre ici, là-bas. Un quoi? Ici. Là-bas. Vous voyez? Va te faire foutre. Vous savez, dans l'ensemble, j'aime plutôt bien ce film. Ça saute peut-être pas aux yeux avec le résumé que je vous en fais pour mettre des vannes un petit peu partout, mais j'aime plutôt bien le film. Et je dois admettre que, oui, ça arrive dans une partie de JDR que le MJ, dans sa grande clémence, fasse popper un Deus Ex Machina comme ça parce qu'il est déjà 22h et qu'on bosse tous demain. Par exemple, hors Donjons et Dragons, moi j'ai déjà joué à un jeu de rôle qui contenait littéralement une mécanique comme ça. Le joueur avait des points qu'il pouvait dépenser pour se sortir du pétrin, genre je dois dépenser combien de points pour que mon personnage se rappelle qu'il avait acheté une corde au village avant de partir. Donc bien sûr ça existe dans le JDR, ce genre de solution qui sort de nulle part. Sauf que je suis le premier à dire que c'est comme dans l'œuvre originale, c'est jamais un critère pour dire que le film est bien. C'est le principe d'une adaptation, tu gardes ce qui est pertinent. Sauf qu'ici c'est quand même difficile de pas ressentir ça comme la facilité scénaristique du siècle. Un sceptre, ici là-bas. Un putain de portal gun, pile quand il y a un précipice à traverser. Mais quelle chance! Alors certes, c'est pas très grave, des facilités scénaristiques, il y en a partout. Certes, le sceptre resserre plus tard, mais je pense qu'il y avait d'autres moyens de le faire sans que ça apparaisse comme la facilité scénaristique du siècle. Bref, il traverse le pont grâce au sceptre ici là-bas, retrouve le home et c'est super, sauf que des méchants envoyés par la méchante sorcière les ont suivis. Heureusement qu'on a un super paladin qui défonce. Il tue tout le monde, il est trop classe, il a une petite épée dans sa grande épée, puis après son épée elle fait de la lumière magique, et puis après il perd son épée mais il est quand même trop fort, et il tue tous les méchants. Enfin, plus ou moins, parce que comme les méchants sont des espèces de morts-vivants... Tuer ce qui est déjà mort n'est pas chose facile. Nos héros prennent la fuite mais vont tomber sur un nouveau problème, un gros dragon. Mais littéralement, un gros dragon. Poursuivi par le dragon, il s'échappe alors grâce au sceptre. Mais la grosse bestiole est tenace, manquant de dévorer Edgin. Heureusement qu'ils sont accompagnés du paladin et de son gros charisme. Et si vous êtes comme moi, vous êtes étonné de voir une si grosse bestiole terrassée par un seul coup d'épée, même bien placé. Mais en vrai, c'est pas si étonnant que ça. Parce que figurez-vous qu'en fait, le dragon... Ouais, je me disais aussi... Le groupe s'enfonce donc dans les galeries pour échapper au dragon et termine dans un cul-de-sac. Hors de portée de la bête, certes, mais bloqué. Tout se complique lorsque le dragon fait s'effondrer les galeries, permettant à de l'eau de s'infiltrer, promettant alors une jolie noyade. Le sceptre en scénarium n'étant malheureusement d'aucune aide ici, c'est Edgin qui va trouver la solution grâce à son âme de ménestrel. Il va alors demander à Olga d'énerver le dragon, dire aux autres de se planquer sous l'eau, et demander à Simon de créer une petite flamme pour aboutir à une explosion. Une fois de retour sur la plage et remis de leurs émotions, Xenk annonce quitter l'aventure, parce que ce serait con d'avoir un personnage efficace dans la suite de l'histoire. Ainsi donc, il retourne à sa vie dans un plan que je refuse de voir autrement que comme un clin d'œil au fou du stade. Il est alors temps pour Simon de vérifier s'il a une tête à chapeau. Non. Bon, plus sérieusement, ce qui se passe, c'est que Simon doit fusionner avec le home, montrer qu'il en est digne ou je sais pas quelle connerie. Et qu'à chaque fois qu'il le met, il voit son ancêtre débarquer pour lui dire « Eh, mais c'est le minable !» avant de se faire envoyer bouler. Ça y est, t'as fusionné? Après de multiples essais, il s'avère que Simon ne parvient décidément pas à fusionner avec le home, ce qui décourage le Scooby Gang. Edgin va alors faire un joli discours sur la fierté d'être des losers, James Gunn serait fier, et va surtout étoffer son histoire personnelle d'un détail important. Si sa femme est morte, ce n'est pas par simple représailles, mais parce qu'Edgin a été vaniteux. Outrepassant son serment, il a volé de l'or malheureusement marqué par les mages. Il a donc littéralement guidé ses ennemis directement à son foyer. Ça suffit a priori à convaincre le Scooby Gang de rester, et ensemble ils vont concocter un nouveau plan. Puisque le home ne permet pas de rentrer dans le coffre, ils vont acheter un tableau, y foutre un portail et s'arranger pour que le tableau fasse partie du trésor qui va intégrer le coffre-fort. Honnêtement, tout ceci nous est montré dans une scène encore une fois très sympa mais pas franchement palpitante à vous résumer. Donc après cette petite séquence, le tableau est en route pour le coffre-fort. À pas d'hiver, les jeux débutent en grande pompe, le public remplit les gradins, les mécènes investissent leurs espaces VIP et...
Et merde. Bon bah certes la scène d'avant était sympa, mais du coup elle sert pas à grand chose. Alors retour en plan A, Simon doit fusionner avec le home. Oui mais on a déjà essayé ça marche pas. Oui mais en fait Simon il travaille mieux sous pression donc il va réessayer et là ça va marcher. Ok. Pour s'infiltrer dans le château et parvenir à la porte du coffre-fort, nos héros vont faire une diversion de type bardesque. Mais vous pouvez deviner que le jet de dés a foiré. Du coup, bagarre. Après avoir vu Michel Rodriguez péter des gueules à la hache, avec une chaîne, avec de la lave, à la main, avec un arc, avec un casque, avec un marteau, avec une barre, avec une masse d'armes incandescente, avec un bouclier, je crois qu'on a saisi. Elle aime la bagarre. J'aime me battre. Rendu devant la porte, Simon retente sa fusion avec le home. Son ancêtre repointe le bout de son groin, et en fait, il s'avère que la solution, c'était de lui mettre une droite. Désolé. Je sais que c'est un cliché de joueur de JDR, hein, de frapper tout et n'importe quoi dans le doute pour trouver une solution, mais là, je sais pas, je m'attendais à un truc un peu plus digne. Le home lui permet d'ouvrir la porte, mais aussi de neutraliser les gardes, parce que c'est un home qui fait des vagues d'énergie, comme ça. Simon et Olga entrent donc dans le coffre-fort par la porte, et Doric rentre par le portail du tableau pour s'échapper de la taverne où des gardes se pointent. Sauf qu'ils se rendent vite compte qu'il y a comme une entoure les poules, puisque si Doric est bien avec le trésor, Simon et Olga, eux, débarquent dans une pièce vide. À peine le temps de comprendre que Forge détourne la fortune de ses mécènes que nos héros se font capturer par des grosses tentacules. Edgin va alors convaincre Forge de les laisser mourir avec dignité lors des jeux plutôt que de mourir tout court. Dans l'arène, le concept est assez simple. Des aventuriers sont largués dans un labyrinthe rempli de monstres et doivent rejoindre des cages pour survivre et passer à l'étape suivante. Étape suivante qui est plus ou moins la même chose, jusqu'à épuisement d'un des ingrédients. Bien sûr, et pour plus de fun scénaristique, nos héros ont reçu un bracelet de suppression qui les empêche d'utiliser leur magie. Ils auront en revanche l'occasion de trouver des coffres contenant des armes pour se défendre. Mais faut se méfier des coffres. Des fois que ce seraient des saloperies de mimiques. Autre petit tip de JDR, donc, si vous dites que vous ouvrez une porte ou un coffre et que votre MJ vous demande de préciser comment vous vous y prenez pour l'ouvrir, barrez-vous. Au-delà des mimiques, nos héros devront affronter des pumas à tentacules qui génèrent des leurres en hologramme. Ça s'appellerait des bêtes éclipsantes, d'après mon Pokédex. Ainsi que de la gelée bleue de Dofus, là. C'est un cube gélatineux. Ça emprisonne tout ce qui y pénètre et c'est particulièrement acide apparemment. C'est d'ailleurs comme ça que Doric va se libérer de son bracelet anti-magie. Une fois parvenus aux cages, nos héros comprennent que quelque chose cloche et décident de rebrousser chemin, ce qui manque pas d'inquiéter ceux qui étaient déjà présents dans la cage d'ailleurs. La stratégie imaginée par Doric, c'est de sauter dans un cube de gelée pile au moment du gong, ayant remarqué que ce dernier sonne la restructuration du labyrinthe. Une fois piégée dans le cube, elle se transforme en serpent pour pouvoir en sortir, libérer ses acolytes, et les voilà sous l'arène. Il retrouve alors le trésor qui a été chargé sur un bateau que Forge comptait utiliser pour prendre la poudre d'escampette, parce que cette vidéo est manifestement sponsorisée par des expressions de merde. C'est bien sûr l'instant karma, hein. Les mensonges de Forge sont révélés à Kira, mais bon, foutu pour foutu, autant être un enfoiré jusqu'au bout. Dans sa grande générosité et pour vaincre le méchant, le film va nous offrir le plus beau plan de lancer de patates de l'histoire. Non bon, en vrai le plan est plutôt laid, hein. Mais c'est à ma connaissance le seul plan de lancer de patates en slow-mo de l'histoire, en tout cas. Les gentils s'en vont avec le trésor, mais remarquent qu'ils se carabistouillent des choses pas jojo dans l'arène. Sophina réitère en effet le super rituel de la mort qui tue pour transformer tout le public en mort-vivant. Du coup, demi-tour. Le temps de spotter un petit caméo de Tom Morello et nos héros utilisent le bâton portal gun pour répandre le trésor au-dessus de pas divers et ainsi attirer le public en dehors de l'arène. Du coup, Sophina est un petit peu déçue de voir que personne ne reste pour son pestacle qu'elle prépare depuis des années quand même. C'est donc le moment du final boss fight, hein. Sophina débarque directement à coups de boule de feu. Alors moi je déconseille. Un vrai piège à la con, les boules de feu. Elle enchaîne avec un sort qui donne vie à des statues de dragons, avec qui ça fait bagarre à peu près dans tous les sens, et après une patate, c'est un petit sachet d'épices qui est utilisé comme projectile. On a ensuite un duel de main spectrale entre Sophina et Simon, qui est très très cool, et une séquence de travail d'équipe à la Avengers pour battre Sophina. Finalement, elle nous ressort son sortilège d'arrêt du temps, piégeant les héros, et en fait non, parce que Kira s'était rendue invisible pour approcher Sophina et lui mettre un bracelet anti-magie. Comment ça marche? Elle l'a lancé son sort, on l'a vu. Donc le collier qui rend invisible, ça épargne aussi du sort. On le verra un peu plus tard, ils ont essayé de respecter le lore de Donjons et Dragons pour la manière dont la magie fonctionne et tout. Comment ça marche? Oh, on s'en fout. Sophina se fait donc éclater en mode Loki et merci bonsoir. Malheureusement, Olga s'est fait poignarder pendant la séquence Avengers. Ouais, fallait pas cligner des yeux, hein, vous aviez une vingtaine de frames pour vous en rendre compte. Et rien ne peut soigner une blessure faite par la lame d'un magicien rouge. Rien. Le film nous l'a expliqué. C'est comme pour la femme d'Edgin, on peut pas la sauver. Enfin, à moins d'avoir une babiole magique, un truc qui permettrait de ressusciter les morts. Un truc en forme de tablette, mettons, je sais pas. Ça ou autre chose.
On a ensuite un petit montage émouvant qui nous montre qu'Olga a davantage été une mère pour Kira que sa vraie mère, vu que elle est morte. A loser. Et bon bah bref, ils utilisent la tablette et elle revient à la vie. Soit dit en passant, Olga était satisfaite de mourir au combat. Là d'où elle vient, c'est manifestement lié à la notion d'honneur, etc. Donc si ça se trouve, vous l'avez privée d'une mort honorable, et elle mourra dans 2 ans en tombant des escaliers, d'une pneumonie un peu vénère ou en s'étouffant avec une patate. Et tout est bien qui finit bien, pas d'hiver est débarrassé de son dictateur, le peuple de la forêt fête ça avec un feu d'artifice, Simon arrive à décrocher un second date avec Doric, Forge tente de s'échapper mais tombe sur la justice. Oh, tu m'avais manqué, bébou. Le gentil seigneur de pas d'hiver sort de son coma, les gentils ont une médaille comme à la fin de Star Wars, Olga découvre son prochain crush, et on découvre que toute cette fin nous est racontée à travers le discours de Forge lors de son propre discours d'absolution, histoire de finir le film comme il a commencé. Sauf que dans son cas, la grâce lui est refusée et que la fenêtre a été murée. Et le film se termine sur un joli générique avec du Tame Impala pour terminer de me faire plaisir. Ouais. Et en France, on avait eu droit à Mylène Farmer. Je ferai pas de commentaires particuliers là-dessus. Et le film est terminé. Et donc je le maintiens, c'est une bonne surprise. Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, c'est un film que je n'avais a priori aucune raison de voir. Déjà, je vous l'ai dit, j'ai aucune affinité avec son duo de réalisateurs. À part Homecoming, j'ai rien vu de ce qu'ils ont fait. Ensuite, même si j'ai déjà fait du JDR et que j'adore ça, je suis pas non plus le plus gros rôliste du monde. Et surtout pas en ce qui concerne l'univers de Donjons et Dragons. Donc a priori, agiter la licence sous mon nez a pas un grand effet sur moi. Pourtant, quand le film est sorti, j'étais justement dans la première campagne de Donjons et Dragons de ma vie. C'était celle du Dragon de Glace. Qu'on n'a jamais fini, d'ailleurs. Le dragon va bien, hein, il est là, il est dans sa montagne. Mais surtout, et ça je vous en ai parlé en introduction, la bande-annonce vendait très mal le film, avec un cahier des charges très simple, dont je saturais déjà à l'époque. Nos personnages sont des losers, enfin des outsiders. Le film est rempli de vannes, histoire qu'ils se prennent pas trop au sérieux, et on a mis de la musique pop-rock partout pour la nostalgie. Et au final, le film est un peu ça, mais pas dans les proportions que le laisse penser la bande-annonce. Déjà, pour commencer avec la musique, la bande originale est plutôt cool. Si la bande-annonce était rythmée par un remix moisi de Whole Lotta Love de Led Zeppelin, ce qui ne participait pas grandement à mon empathie, vous serez ravis d'apprendre que le film ne contient aucune chanson pop-rock nostalgio-coolos. Ici, la bande originale d'une petite 50aine de titres est signée Lorne Balfe, dont vous avez pu entendre le travail sur une chier de films et sur quelques jeux vidéo, puisqu'il est habitué à bosser avec le studio de Hans Zimmer. Alors j'irai pas jusqu'à dire que la musique du film vous restera en tête très longtemps, mais elle fait le boulot. Chaque personnage a son thème, c'est une chouette invitation à l'aventure, et elle souligne les scènes tristes ou les scènes de tension comme elle doit le faire. Puisque d'ailleurs c'est une autre bonne surprise, si la bande-annonce vendait énormément le film comme une comédie, il ira souvent dans des registres plus sérieux, des moments plus émouvants ou touchants qui fonctionnent très bien. Pourtant, factuellement, le film est rempli de blagues, ça oui. Mais l'humour, il sert pas juste à tourner le récit en dérision, à faire des vannes métatextuelles un peu nulles ou à dédramatiser la tension. À titre d'exemple, pour bien vous expliquer mon point de vue, je vais ressortir la séquence du dragon en surpoids. Alors, on pourrait tenir à un long débat sur est-ce qu'un gros dragon c'est drôle ou non. Mon avis, c'est que oui. Déjà parce que c'est inhabituel. Tu t'attends pas à trouver un dragon comme ça. Un dragon c'est toujours mince, super charismatique. Là je trouve que le film joue habilement avec nos attentes. Ensuite, je trouve que le film ne fait pas que s'en moquer. Le truc c'est pas seulement de montrer que Bouboule il passe plus les portes. On nous le montre aussi très à l'aise avec sa morphologie, dans sa manière de se déplacer. Il est gros, il le sait, il s'en fout. Et malgré sa morphologie, il reste la menace principale de cette séquence. Le fait qu'il soit bien potelé ne désamorce pas la tension, ça minimise pas vraiment le fait qu'il est dangereux et faut courir. Enfin, dernier point un petit peu facultatif, mais je me permets d'ajouter quand même, le film ne l'invente pas. Timbershaw, comme il est nommé dans le film, fait partie du lore de Donjons et Dragons depuis 1999. Et si j'en crois ce que j'ai trouvé sur internet, son apparence est due au fait qu'il vive dans des galeries ne lui permettant pas de beaucoup voler et de se dépenser, et qu'il ait longtemps été choyé par les gardiens de la flamme. Bref, retenez que c'est un personnage qui n'a presque jamais à bouger son cul et qui a grandi en étant complètement assisté. J'ai même cru comprendre que son histoire était assez dramatique car Timbershaw, conscient de son poids, sait qu'il ne pourra jamais quitter ces galeries, même s'il faisait en sorte qu'elles s'effondrent. Il se sait condamné à y mourir. Bon, visiblement, depuis 1999, son histoire a quand même été beaucoup étoffée, donc je sais pas à quand remonte exactement tout ce que je vous dis là. Mais quand on connaît ce détail, il me paraît évident que cette scène n'est pas juste là pour créer un effet comique, mais bien pour aller piocher dans un lore assez confidentiel. D'ailleurs, et pour faire une parenthèse sur les références au lore de Donjons et Dragons, tant qu'on est là-dessus, le film en est sûrement rempli, mais comme je suis pas le plus gros nerd de Donjons et Dragons au monde, j'en ai pas capté beaucoup. En gros, à part la porte de Baldur qui est nommée et les pierres messagères que j'ai littéralement eues, moi, dans la campagne du Dragon de Glace, le reste me passe un peu au-dessus. Sans que ce soit particulièrement gênant, ceci dit. On arrive complètement à adhérer au film sans ça. Je crois qu'il y a aussi une ref au personnage du sourire du dragon dans l'arène. Et ça d'ailleurs c'est pareil, je l'ai rapidement évoqué pendant mon résumé, mais il semblerait qu'un consultant était présent sur le plateau pour s'assurer que le lore soit à peu près respecté. Que les sorts soient pas lancés n'importe comment, que faire ci implique ça, comme ça doit l'être. Bon, ça c'était la parenthèse sur le lore. Pour en revenir à l'humour du film, il demeure certes
très présent, et faut pas déconner, toutes les blagues ne marchent pas, hein, genre la blague du pont qui s'effondre là, c'est très attendu, c'est très convenu, merci mais non merci. Mais pour moi, l'exemple du dragon, comme plein d'autres, ça démontre plutôt une volonté de faire les choses bien. De la même manière, oui, les personnages sont des outsiders et des losers, mais aucun n'est là que pour remplir une fonction ou être un archétype. Ils ont tous un petit développement, un petit bagage et une conclusion. Il me semble d'ailleurs que les acteurs jouent le rôle assez sérieusement, que aucun n'est vraiment dans une auto-parodie ou un sous-régime particulier. Bon, à part peut-être Hugh Grant ou Michelle Rodriguez, qui sont dans leur registre habituel, je comprendrais qu'on puisse leur reprocher, mais moi j'aime bien Michelle Rodriguez. Elle est drôle. Et elle boit de la Guinness pendant les séances de lecture de scénario. C'est quelqu'un de bien, Michelle Rodriguez. Il me semble aussi que le film prend jamais trop le spectateur pour un con. Il a confiance en ce qu'il raconte et c'est pas pour me déplaire. Le fait de prendre son mythe au sérieux, c'est quelque chose de très précieux pour moi, surtout à une époque où le cinéma de grand divertissement, particulièrement celui d'adaptation, se complaît dans un cynisme pas possible et un dialogue métatextuel assez malhonnête, selon moi. Et ben, j'ai pas senti ça ici. Je trouve aussi que la mise en scène met en valeur ces personnages et leurs capacités. J'ai déjà évoqué le plan séquence de l'évasion de Doric, ainsi que la séquence où le tableau doit être ajouté au trésor. Dans un cas comme dans l'autre, tu sens que la volonté, ça a été de se poser autour d'une table et de se dire « on a un personnage ou un objet avec tel pouvoir, qu'est-ce qu'on peut en faire de cool ?» Et donc c'est comme ça qu'on se retrouve avec une dague planquée dans une épée. C'est cool. La hache sortie de la lave en fusion. C'est cool. Les différentes transformations de Doric en tel ou tel animal. C'est cool. J'apprécie aussi que la mise en scène sache prendre son temps. Par exemple, on aura ce genre de séquence où la caméra effectue un très long trajet pour arriver jusqu'à son sujet, nous permettant avant ça de situer le décor. Il arrivera assez régulièrement que le montage prenne son temps de cette manière-là pour laisser respirer l'action. Et personnellement, c'est un truc que j'apprécie. Dans son ensemble, d'ailleurs, le film est plutôt joli. Il a une jolie photographie et quelques plans font des jolis fonds d'écran. On a aussi plusieurs plans aériens des différents paysages traversés par nos héros. Alors certes, c'est convenu dans un film d'aventure, mais c'est bien fait et encore une fois, c'est plutôt joli. Les effets spéciaux, eux aussi, sont plutôt propres, surtout compte tenu du bestiaire et des différents pouvoirs à mettre en scène. D'ailleurs, il est bon de noter que le film utilise quelques effets pratiques, des prothèses, des animatroniques ou des vrais LED intégrés dans les armes magiques. Alors bon, j'admets que c'est un petit peu fondu dans le reste. Le coup des LED, par exemple, j'ai dû trouver ça dans un making-of. Dans le film, j'ai pas su faire la différence avec le numérique. Mais l'utilisation de plusieurs costumes réellement présents, ça reste assez appréciable. Alors bien sûr, le film est pas parfait, il tombe dans certaines facilités scénaristiques, il sert quelques tropes très attendus, où il joue parfois sur des trucs qu'il sait familiers pour l'audience. Je sais pas comment on doit le prendre. Genre, Xenk, c'est Drax. En résumé, Forge était un vrai fils de pute. La responsable, d'après toi, serait sa mère. Quoi? Non, c'est une façon de parler. Je vois. Donc là, si vous êtes fan des Gardiens de la Galaxie, ça va vous saouler d'avoir la version Wish. Et à l'inverse, si vous n'en pouvez plus des Gardiens de la Galaxie, ça va vous saouler d'avoir la version Wish. Mais encore une fois, j'ai l'impression que le film a été fait sérieusement, qu'il refuse d'être fainéant sur la forme, et qu'il s'intéresse à son sujet sur le fond. Alors oui, vous l'aurez peut-être oublié assez vite après l'avoir vu. Après tout, il est sorti la même année que plein de trucs plus importants. Mais il me semble qu'il reste un divertissement assez honnête. Surtout pour son époque. D'ailleurs, je suis tout à fait conscient d'avoir eu du mal à résumer le film de manière fluide. J'en suis désolé. Autant le film se regarde très bien, autant je suis persuadé de ne pas lui avoir rendu honneur. Alors au-delà de vous conseiller ou non de regarder ce film, soit dit en passant, je vous conseille de le regarder, mais au-delà de ça, mon conseil ce sera celui-là. Faites du jeu de rôle. Que vous ayez ou non des a priori sur le jeu de rôle, je vous demande de les mettre de côté pour essayer ce qui est assurément le meilleur jeu de société du monde. Je sais que beaucoup pensent que le JDR c'est pas fait pour eux, parce que la formule est assez intimidante, ça a l'air compliqué, ça demande du temps, ça demande des gens, mais ça demande pas tant d'investissement que ce que vous pensez. Déjà, il existe aujourd'hui des jeux de rôle pour tous les niveaux et dans tous les univers. Il y a de l'heroic fantasy, bien sûr, mais vous trouverez aussi de la science-fiction, des trucs d'enquête, de l'horreur, même des JDR sous licence, comme le JDR Avatar ou Batman ou... À titre personnel, j'ai eu l'occasion de jouer à ceux dans l'univers de Lovecraft et je vous garantis qu'avec un bon MJ, vous allez passer un moment assez tendu. J'ai aussi pu jouer à celui dans l'univers de Roots qui cache un monde assez complexe avec différentes factions et des enjeux politiques derrière le thème tout mignon des animaux de la forêt. Oui, mais moi mes potes, ils font pas de jeux de rôle, ils jurent que par la belote. Ouais, ça arrive tout le temps. Il y a de plus en plus de bars à jeux ou d'associations un peu partout qui proposent des tables. Ça peut vous permettre d'ailleurs de démarrer avec des joueurs et un MJ qui sont habitués et qui sauront vous accompagner, et qui seront ravis d'accueillir un nouveau à leur table. Il existe bien évidemment des boîtes d'initiation qui contiennent tout ce qu'il faut pour vous y mettre. Il y a les scénarios, il y a les tutos, il y a les pions, il y a les dés, bref, il y a tout. Et d'ailleurs, j'y pense maintenant, même si ça me paraît évident mais je le précise, je dis ça sans être sponsorisé par qui que ce soit. Si je vous le dis, c'est parce que je veux que vous fassiez du jeu de rôle. Si toutefois ça vous semble encore assez cryptique, il y a une tonne d'émissions qui vous permettent de vous familiariser avec le jeu de rôle, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Si vous sentez d'affronter l'anglais, il y a Critical Roles, dont je vous ai déjà mis un extrait dans la vidéo de Bloodshot. Mais en France, il y a bien sûr Roll and Play, une référence sur YouTube qui explore plusieurs univers, ou encore La Bonne Auberge, host par Lucien Maine.
Vous avez aussi Table Quest, bien sûr, qui retourne dans le monde de Donjons et Dragons, pour le coup, avec un casting bien connu des habitués de Twitch. Mais à titre personnel, je vous conseille aussi Dice and Dungeon sur Twitch et sur YouTube. C'est une émission moins produite que Table Quest ou La Bonne Auberge, mais qui est très sympa, avec des joueurs expérimentés et qui explorent là aussi plusieurs univers. Alors je pourrais continuer comme ça pendant des heures, il y a des milliards de manières de s'intéresser au JDR, que ce soit à travers des livres dont vous êtes le héros, des kits d'initiation dont je vous ai déjà parlé, ou même du jeu vidéo. Tout est bon pour commencer et je vous garantis que vous passerez un bon moment. J'en ai fini avec mon tunnel de propagande, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez ce bon vieil algorithme qui ne jure que par le like et le commentaire. Si je peux ajouter ma petite préférence personnelle, j'aime bien que le commentaire soit constructif, c'est toujours mieux. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et quoi qu'il en soit, de mon côté, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une excellente nuit. Prenez soin de vous, ciao! Dans un monde où les ténèbres font la loi, un seul espoir, un seul homme pour marcher droit.